La poigne de fer de Vladimir Poutine sur la Russie, qui a commencé en 2000, vient d'être prolongée pour 6 autres années. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Maintenant que le leader russe a plus de 60 ans, des rumeurs sur sa santé font douter de sa capacité à garder le pouvoir. Cela n'est pas aidé par le fait que la Russie dans son ensemble est en équilibre précaire. De plus, le pays a été rapidement déstabilisé depuis l'invasion ratée de l'Ukraine par la Blitzkrieg. Avec la guerre qui dure maintenant depuis plus de 2 ans, la position de Poutine sur le trône est devenue complexe, tout comme la réponse à la question. Que se passe-t-il après Poutine ? La situation en Russie reste floue, en raison de l'incapacité des médias russes à en donner une image complète. Il est impossible de dire ce que l'avenir du pays réserve. Cependant, nous pouvons spéculer et fournir des opinions éclairées sur qui pourrait être le prochain dirigeant russe. La première option est sans doute l'allié de longue date de Poutine, Sergueï Shoïgu. En tant qu'ex-ministre de la Défense russe, il était l'un des responsables de l'invasion initiale de l'Ukraine par la Russie. Bien que la stratégie ait eu des défauts avec le recul, Shoïgu n'est pas encore tombé en disgrâce auprès de Poutine. L'activité politique de Shoïgu s'étend sur des décennies. Pendant ses 20 ans de mandat en tant que ministre des situations d'urgence entre 1992 et 2012, Shoïgu s'est forgé une réputation en Russie en tant que l'un des membres du gouvernement les plus vocaux et visibles. Son approche pratique et sa volonté de traverser le pays pour répondre aux catastrophes naturelles de haute priorité ont fait de lui une figure populaire à l'époque où la Russie se remettait économiquement de l'effondrement de l'Union soviétique. Ces efforts ont renforcé l'opinion des habitants sur le gouvernement, ce qui a sans aucun doute créé une base stable pour que la propagande interne russe prenne pied. Tout au long de sa vaste expérience politique, Shoïgu était resté l'une des figures publiques les plus populaires, ou du moins notables, en Russie, en grande partie grâce à ses précédentes victoires militaires dans l'annexion de la Crimée. Malgré qu'il soit l'un des favoris pour remporter la couronne, certains facteurs jouent en sa défaveur. Pour commencer, ses activités récentes en Ukraine ont légèrement terni l'opinion du public à son égard. L'échec de Shoïgu à prendre rapidement l'Ukraine a probablement causé plus de pertes au XXIe siècle que tout autre conflit mondial en fonction de sa durée. En conséquence, le 12 mai 2024, Poutine a signé un décret dimanche nommant Shoïgu secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Shoïgu n'a que quelques années de moins que Poutine. Même s'il obtient la présidence, son mandat sera probablement plus court que celui de Poutine, créant un risque de déstabilisation supplémentaire du pays, alors que les partis cherchent un nouveau statu quo. Selon les propres aveux de Poutine, il préférerait nettement qu'une personne plus jeune prenne le contrôle de la Russie, afin de garantir que le pouvoir ne lui échappe pas trop rapidement. Ce quelqu'un de plus jeune pourrait être Dmitri Kovalev, un mystérieux membre russe du bureau de l'administration présidentielle. Kovalev a été aperçu en conversation rapprochée avec Poutine lors du défilé de la victoire en mai 2022 à Moscou. La photo du duo a suscité l'intérêt des médias internationaux en raison du fait que Poutine évite notoirement d'être en public avec d'autres personnes. Toute apparition de Poutine en train de parler à quelqu'un est interprétée comme un possible successeur. Cependant, les informations sur Kovalev sont étonnamment rares. Alors que le bureau de l'administration présidentielle détient théoriquement un grand pouvoir sur le poste présidentiel, Kovalev ne semble pas être si haut dans l'ordre de préséance du département. Les prétentions de Kovalev à la présidence ne seraient réalisées que si Poutine décidait de l'élire personnellement comme successeur à travers une position politique plus en vue. Cependant, cela ne s'est pas encore produit, et Kovalev était resté hors de l'attention des médias depuis l'observation originale, ce qui le rend peu probable d'être un concurrent sérieux. D'autre part, cela pourrait simplement être une tactique de Poutine pour détourner l'attention et placer quelqu'un de nouveau et jeune à la tête de la Russie. Mais si Poutine cherchait des successeurs, proches de son groupe de confidents, il opterait plus probablement pour Nikolaï Petrouchev. L'ascension au pouvoir de Petrouchev, ancien chef du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, et proche de Poutine, est similaire à celle du président russe, avec de forts liens dans le réseau d'espionnage russe. Petrouchev a les moyens et le motif de diriger la politique de la Russie vers ses objectifs. Et grâce à leur histoire commune, en tant que membre du Komitet Gosudarstvenoi, Bezopasnosti, le duo partage des points de vue similaires, en particulier sur l'implication des États-Unis dans les affaires russes. Il a une fois célèbrement accusé Washington de poursuivre un agenda caché pour faire s'effondrer la Fédération de Russie. D'une certaine manière, Petrouchev aurait probablement une réaction plus extrême à l'Occident, essayant de tempérer l'influence de la Russie sur les anciens pays soviétiques. Par conséquent, sa présidence pourrait être entachée des mêmes problèmes pour l'Occident que ces dernières années de celle de Poutine. La participation la plus récente de Petrouchev à la politique et à la diplomatie russe l'a envoyé sur le flanc et de la Russie en Chine.
La Chine a été identifiée comme l'un des principaux partenaires commerciaux et politiques de la Russie après l'invasion, donc Petrouchev étant l'un des facilitateurs de cette relation, et probablement l'un des membres les plus fiables de l'entourage de Poutine. De plus, si Poutine quitte son poste, les liens de Petrouchev avec l'armée et l'espionnage, et une vision favorable du plus grand partenaire commercial russe, signifieraient une opposition probablement minimale. Cependant, Petrouchev fait face à un problème similaire à Shoigu. Il a 2 ans de plus que Poutine, ce qui signifie que son ascension au pouvoir serait probablement écourtée par des spéculations. Nikolai Petrouchev pourrait plutôt préparer son fils Dmitri pour ce rôle. Le vice-premier ministre, âgé de 46 ans, est diplômé de l'Académie du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le plaçant clairement dans le même cercle politique que Poutine et Petrouchev. De plus, Petrouchev a déjà qualifié le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie de nouvelle noblesse russe. En raison des liens évidents de Dmitri Petrouchev avec le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, et de la capacité de Poutine à le préparer pour le rôle grâce à sa camaraderie générationnelle avec son père, Dmitri devrait être sur le radar de tout le monde. L'accession de Dmitri à la présidence russe pourrait atténuer certaines préoccupations occidentales sur les plans à long terme de la Russie. Le jeune successeur pourrait être influencé pour parvenir à la paix, avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et est moins susceptible d'être menacé par une guerre nucléaire. Bien que Dmitri ne changerait probablement pas la nature du régime autoritaire du Kremlin, il pourrait avoir une plus grande capacité à dévier vers quelque chose de moins menaçant pour les ennemis de la Russie, sauvant la Russie en tant que pays à long terme. Si Poutine veut éviter cela, il passerait probablement la présidence à quelqu'un de proche de lui afin que le successeur puisse diriger la nouvelle génération dans sa façon de penser. Il y a quelques autres options possibles dans le cercle intime de Poutine, à commencer par Alexei Dumin, que beaucoup considèrent comme le garde du corps de Poutine. La notoriété de Dumin a augmenté suite à son interview de 2016, où il prétendait avoir sauvé Poutine d'une attaque d'un ours brun. Indépendamment de la validité de ses affirmations, cela est établi Dioumen comme un successeur farouchement loyal qui protégerait les intérêts de Poutine bien au-delà des mandats présidentiels de ce dernier. De plus, on a également retracé Dioumen jusqu'à l'annexion de la Crimée par la Russie, et on lui attribue un rôle vital dans la direction de l'opération des forces spéciales. Comme 2016, on l'appelait en 2014, Poutine a nommé Douman gouverneur de Tula, une province au sud de Moscou, avec des intérêts stratégiques, clés, en tant que l'une des barrières entre l'Occident et le centre économique et démographique de la Russie. N'ayant aucun lien préalable avec la ville ou l'oblast, beaucoup se sont interrogés sur le véritable motif d'un tel mouvement. La tactique de nomination de gouverneurs dans des zones proches ou éloignées de la Russie n'est pas si inhabituelle. C'était l'un des principaux moyens pour le Kremlin de consolider son pouvoir à Moscou. En envoyant des fonctionnaires ayant des liens politiques et idéologiques forts vers d'autres oblasts, le Kremlin a pu exercer un pouvoir considérable et étouffer toute tentative de leadership indépendant. Cette pratique a aussi été comparée à l'ascension de Poutine au pouvoir. En tant que Premier ministre de la Russie en 1999, Poutine était un politicien relativement inconnu. Pourtant, Boris Eltsine, président russe de l'époque, l'a personnellement désigné comme successeur. Certains pensent que ces gouverneurs russes, nommés ou parachutistes, parfois appelés Vareg, font partie des principaux candidats à la succession future. Leur succès actuel est entièrement dû à l'ingérence du Kremlin, ce qui les rend très peu susceptibles de promouvoir une idéologie différente. Alors que Dioménès est censé être farouchement pro-Poutine, un autre des alliés historiques proches de Poutine pourrait maintenir une idéologie plus tempérée sur l'avenir de la Russie. C'est bien sûr Dmitri Medvedev. L'ancien président russe s'est vu attribuer le poste par Poutine entre 2008 et 2012 comme un moyen pour Poutine de rester au pouvoir, même si ce n'est qu'en coulisses. Cela est dû à la constitution russe, qui empêche un président de servir 2 mandats consécutifs, quelque chose que Poutine a réussi à contourner grâce à ses réformes de 2020. Le mandat de Medvedev en tant que président russe a été tempéré, peut-être à cause du manque d'ambition apparent de Medvedev sans Poutine, pour guider directement. Après la démission de Medvedev et la reprise de son poste par Poutine, les efforts politiques de la Russie l'ont mis en conflit avec certains citoyens, et Poutine avait besoin d'un bouc émissaire. Cela s'est avéré être Medvedev. À la lumière d'une accusation de détournement de fonds contre Medvedev en 2020, formulée par Poutine et d'autres membres du cercle intime du président, Medvedev a été rétrogradé de Premier ministre à vice-président du Conseil de sécurité, un rôle sous Poutine. Cependant, Medvedev fait des vagues en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Ses vues précédemment relativement libérales et pro-occidentales pendant sa présidence ont été complètement abandonnées et remplacées par des vues résolument populistes et anti-occidentales.
Ce mouvement pour s'aligner sur l'idéologie de Poutine est sans aucun doute un moyen pour Medvedev de revenir en grâce auprès de Poutine en tant que l'un des hommes les plus fiables. De plus, Medvedev n'a que 58 ans. Cela le place quelque part entre la génération de Poutine et celle de Dmitri Petrouchev. Cela signifierait qu'il pourrait théoriquement prolonger l'idéologie de Poutine pour 2 mandats supplémentaires et préparer le prochain président à faire de même. Alternativement, le précédent bilan de Medvedev de maintenir des liens plus amicaux avec l'Occident pendant sa présidence pourrait être vu comme le point de départ parfait pour créer une nouvelle voie pour une future Russie. Mais il n'est pas clair combien des menaces de Medvedev et des commentaires souvent maniaques sur la politique mondiale sont une ruse pour le remettre sur le radar de Poutine en tant que successeur. En somme, l'avenir de la Russie avec Medvedev à sa tête semble incertain. Mais là où l'ancien Premier ministre a échoué, l'actuel pourrait prévaloir. Le poste est actuellement détenu par Mikhail Mishustin. Il a été nommé Premier ministre après les mêmes changements qui ont signé la perte de Medvedev et permis à Poutine de contourner le verrou constitutionnel sur la présidence. L'histoire de Mishustin en tant que directeur du service fédéral des impôts, un rôle auquel il a voilà été nommé par Poutine en 2010, lui a valu une excellente réputation en tant que technocrate et a rempli les coffres du pays pour poursuivre des intérêts internationaux, comme l'invasion de la Crimée. En tant que tel, Mishustin pourrait être le facteur de médiation poussant la Russie vers une véritable technocratie, tout en imposant idéologiquement sa règle sur les anciennes nations soviétiques. Cela signifierait également l'intensification de la guerre technologique et de la propagande déjà considérable entre la Russie et l'Occident. En revanche, Mishustin n'a pas une chance significative d'être élu ou nommé comme successeur. Il ne deviendrait président par intérim que si Poutine était incapacité ou déposé sans nommer son remplaçant. De plus, Mishustin n'a pas beaucoup d'histoire politique, ce qui le rend mal adapté pour être le président de l'un des plus grands pays du monde. C'est là qu'une autre figure locale proéminente pourrait se présenter, et cette personne est le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin. Bien que le mandat de Sobyanin, en tant que maire, au cours des 14 dernières années, n'ait pas été particulièrement notable, c'est peut-être exactement ce dont la Russie a le plus besoin en tant que successeur. Mais sous sa direction, Moscou a pu s'épanouir, devenant le centre de population et économique du pays. Elle détient un pouvoir considérable sur l'ensemble de la fédération et représente 40% du produit intérieur brut du pays. Sobyanin a réussi à mettre en œuvre ces changements en silence, ou du moins être la personne à qui on les attribue. Cela signifie que Sobyanin a eu beaucoup de temps pour apprendre le fonctionnement interne du Kremlin, et il pourrait utiliser son expérience pour propulser Moscou en avant comme le véritable centre de la nation. Sobyanin a également été précédemment chef de l'administration du Kremlin entre 2005 et 2008, et vice-premier ministre de 2008 à 2010. Cela lui a sûrement offert un éclairage sur l'idéologie de Poutine et son évolution au fil du temps. Si Poutine ne parvient pas à choisir un successeur à temps, il pourrait manœuvrer autour des partis et groupes politiques et saisir une opportunité pour lui-même. L'annonce récente de Poutine concernant l'Ukraine a également joué en faveur de Sobyanin, avec de nombreuses régions russes chargées d'aider à reconstruire les provinces ukrainiennes conquises. Moscou s'est vu attribuer la République populaire de Lugansk. Ces efforts se sont avérés pleins de dangers car 2 voitures piégées ont revendiqué des députés russes en Ukraine en 2024. Si Sobyanin insiste pour renforcer Lugansk avec la richesse de Moscou, cela pourrait le positionner comme une figure pro-Poutine et faire de lui un successeur possible aux yeux du président. Cependant, d'autres personnes en position éminente de longue date dans le gouvernement russe pourraient tenter d'accéder à la présidence. Vyacheslav Volodine fait partie du gouvernement russe depuis 1999, passant du poste de politicien régional de Saratov à celui de président de la Douma d'État. Au cours de sa carrière, il a été nommé vice-président, vice-premier ministre et enfin président de la Douma d'État depuis 2016. Cette ascension donne à Volodine des perspectives clés sur le fonctionnement interne de la Russie, au niveau local, régional et fédéral. En fait, Volodine a tenté de réduire l'emprise du Kremlin sur le pays, en accordant plus de pouvoir à la Douma d'État pour élire des postes clés du gouvernement. Cette notion a été partiellement adoptée dans les amendements constitutionnels de Poutine en 2020. Cela fait de Volodine approximativement la 4e personne la plus influente du pays. De plus, on a noté que Volodine avait des ambitions présidentielles, mais il ne veut pas mettre directement en danger le règne de Poutine. Cela l'a placé dans le même cercle que les Siloviki loyaux à Poutine, qui peuvent être traduits par hommes de force ou exécuteurs.
Grâce à son expérience dans la gestion des problèmes régionaux, la présidence de Volodine pourrait aider à freiner la centralisation de la Russie, du moins en apparence. Cela pourrait aider à étouffer les protestations significatives des groupes minoritaires et les efforts d'indépendance des régions plus éloignées, aidant la Russie à rester unie après le règne de Poutine. Les personnes que nous avons mentionnées ne sont des successeurs possibles que si Poutine choisit son successeur, ou si la Constitution impose un rôle au Premier ministre ou à un fonctionnaire de rang similaire. Si cela se produit, l'Occident devra faire face à une autre figure autoritaire qui partagera des vues similaires de la Russie en tant que puissance impérialiste. Bien sûr, certains successeurs pourraient avoir des impacts modérateurs sur la politique de la Russie, donnant à l'Occident plus d'options pour la diplomatie. Dans l'ensemble, la plupart des successeurs que Poutine nommerait seraient essentiellement des extensions de Poutine lui-même, perpétuant son idéologie pour les années à venir. Bien que ce soit l'un des scénarios les plus probables pour l'avenir de la Russie, ce n'est pas la seule possibilité compte tenu de l'âge avancé de Poutine. Poutine pourrait ne pas quitter le bureau pacifiquement, ce qui pourrait conduire à quelques différents chemins politiques et idéologiques qui pourraient changer le climat politique de la Russie pour de bon. Une telle option est l'effondrement du régime autoritaire et son remplacement par un système plus démocratique. Alors que le principal leader du mouvement démocratique en Russie avait été Alexeï Navalny, une personne qui avait précédemment été nommée parmi les principaux prétendants pour remplacer Poutine en tant que président. Le mouvement a été pratiquement éradiqué avec la mort suspecte de Navalny en prison. Cela va de pair avec l'approche passive des Russes à l'invasion de l'Ukraine. Avec la machine de propagande de la Russie qui travaille à plein temps pour dissuader ses citoyens de croire que l'Ukraine a même une chance de repousser l'invasion, l'apathie pourrait simplement laisser Navalny comme dommage collatéral dans la quête de la Russie pour pacifier la nation. Cela ne signifie pas cependant que la démocratie ne pourrait pas l'emporter. Le mécontentement persiste en Russie. Moscou est resté le centre de l'activité pro-Poutine, en raison de sa distance relative par rapport au front. Étant donné que les efforts de conscription de Poutine ont jusqu'à présent visé de manière disproportionnée les régions les plus pauvres, les moscovites vivent essentiellement dans un pays isolé, qui n'a pas encore été significativement affecté par la guerre. Néanmoins, des centaines de milliers de Russes de la classe moyenne ont fui le pays pour éviter d'être enrôlés. Si la guerre en Ukraine requiert plus de soldats, Moscou pourrait devoir intensifier la conscription. Si cela devait arriver, l'élite de Moscou pourrait enfin réaliser comment la guerre commence à les affecter personnellement, plutôt que seulement marginalement, et alors se soulever contre Poutine. La victoire de la démocratie dépendrait également de l'évolution de la guerre en Ukraine, et l'Occident peut avoir un impact profond. Bien que l'aide financière et matérielle précédente ait aidé l'Ukraine à repousser l'avancée russe, des ajouts plus modernes, comme des F-15 des pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, pourraient faire pencher la balance en leur faveur. Ces développements et avancées dans l'armée ukrainienne prendront du temps pour se concrétiser, ce qui pourrait également s'aligner avec des manifestations généralisées dans tout le pays. Cependant, même si Poutine est évincé par des efforts démocratiques, la nouvelle Russie pourrait ne pas être si différente de celle prônée par Poutine. Ce serait au nouveau gouvernement de retirer complètement les Siloviki de Poutine du pouvoir et de créer un nouveau gouvernement sur lequel l'Occident peut compter pour maintenir des relations amicales et mettre fin aux ambitions impérialistes. Un autre scénario pour la succession de Poutine est une lutte acharnée pour le pouvoir entre les principales factions politiques en Russie. Selon certains décomptes, il y a 6 principaux groupes d'élite qui exerceront leur influence sur la Russie. Les Siloviki, jusqu'alors largement responsables de l'ascension de Poutine au pouvoir et du maintien de l'image impérialiste de la Russie. Parmi les successeurs proposés par Poutine, Petrouchev et Shoigu font partie de ce groupe. Les Siloviki contrôlent donc la principale force militaire de la Russie, mais pas sa principale source de revenus économiques. S'ils ne parviennent pas à prendre le contrôle du pays par la force, ils peuvent tenter de négocier avec un autre groupe pour consolider le pouvoir. Le deuxième est le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire le producteur d'armes et d'équipements militaires russes. Rostec, la principale entreprise de production d'armement du pays, détient aussi la banque Novicom. Cela implique que le complexe peut aussi gérer les flux de trésorerie interindustrielle, renforçant son autonomie. L'un des groupes les plus influents est lié à l'industrie de l'extraction et du traitement du gaz. Les 2 principaux acteurs du groupe sont Gazprom et Novatek. Curieusement, Gazprom possède son propre complément militaire et un service de médias. Cela signifie que Gazprom pourrait créer des campagnes de propagande et d'information efficaces, tout en créant un étau sur la politique russe, en contrôlant l'une des principales exportations du pays.
le petit frère de l'élite du gaz et l'industrie de l'extraction du pétrole, dirigée par Rosneft de Russie. L'entreprise énergétique n'a pas autant d'influence médiatique et militaire comparée aux géants du gaz de la Russie. Mais c'est aussi l'un des secteurs qui a plus de liens avec l'Occident, puisqu'il est en concurrence directe pour le pétrole provenant du Moyen-Orient, l'un des partenaires significatifs de la Chine. Un autre groupe qui peut avoir une influence significative sur qui pourrait être le prochain président russe est les frères Kovalchuk, Yuri et Mikhail. Yuri Kovalchuk est le plus grand actionnaire de la banque Rosaya, qui a été élevé au rang des plus grandes institutions financières du pays. Les Kovalchuk, amis proches de Poutine, détiennent des participations importantes dans les grands médias d'État. Enfin, la Russie pourrait inaugurer une nouvelle ère de technocratie autocratique avec l'aide de Sergei Krienko, le chef adjoint du personnel de l'administration présidentielle, et Hermann Greff, le président directeur général de Sberbank, la plus grande banque de Russie. L'élite a dirigé des efforts pour promouvoir des administrateurs qualifiés via des plans parrainés tels que Leaders de Russie, Russie, Terre d'opportunité et École des gouverneurs. En conséquence, les élites issues de ces programmes peuvent assumer des postes gouvernementaux vitaux et permettre aux deux oligarques de perpétuer leurs plans à travers la Russie. Ces 6 groupes, avec des objectifs divergents, tenteront chacun de contrôler l'administration russe pour leur propre compte. Dans certains cas, des groupes plus progressistes comme les technocrates pourraient créer un nouveau régime russe qui est ouvert à travailler aux côtés de l'Occident plutôt que contre lui. D'autres perpétueraient des idéologies similaires à, ou dans certains cas pire que, celle de Poutine, plongeant le pays plus profondément dans la guerre et la conquête. Dans le pire des cas, selon la façon dont vous le voyez, la Fédération russe pourrait se diviser en ses républiques constituantes, dirigées par les idéologies imposées par l'élite, qui a la plus grande emprise sur elle à ce moment-là. Rappelez-vous que la Russie compte 21 républiques, 46 oblasts, 3 grandes villes, 4 régions autonomes et 9 cresses, qui pourraient tous tenter de travailler ensemble et de démanteler la fédération. Bien que vous puissiez considérer cette séparation comme impensable, elle s'est produite 2 fois auparavant, dans les années 1910, lors de l'effondrement de l'Empire russe, et en 1991 avec la dissolution de l'Union soviétique. Le processus pourrait ne pas être immédiat ou total, mais le nombre croissant de protestations que Poutine a dû réprimer ces dernières années pourrait signifier que sans lui comme pacificateur, les minorités russes pourraient prendre le courage de faire leur propre mouvement, aux côtés ou contre l'élite. Alors, où en sommes-nous? Qui gouvernera la Russie dans les années à venir? Avec les changements constitutionnels en 2020, Poutine est pratiquement assuré de rester le président russe jusqu'en 2036. Malgré les informations publiées par les médias sur la santé de Poutine, il n'y a pas de preuves solides pour les étayer. De plus, Poutine est assez jeune comparé aux 2 derniers présidents américains. Si l'Occident ne maintient pas la pression en Ukraine et ne force pas la Russie à reculer, Poutine pourrait profiter de la gloire d'avoir intégré l'Ukraine pendant ses 2 mandats présidentiels. Même si l'emprise de Poutine sur la Russie s'affaiblit et qu'il est contraint de se retirer d'une manière ou d'une autre, il est très peu probable qu'il nomme un successeur à moins que l'écriture ne soit déjà sur le mur. Cela pourrait être quelqu'un de complètement différent de toutes les projections ou spéculations occidentales, tout comme Poutine est arrivé au pouvoir en 2000 en tant que premier ministre relativement inconnu, et ancien membre du comité de Gosudarstvennoye Bezopasnosti, son successeur peut également le faire. Mais qui pensez-vous être le plus susceptible d'être le prochain leader en Russie? Combien de temps reste-t-il à Poutine en tant que président? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Puis découvrez, analysez les échecs massifs de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, ou regardez plutôt cette vidéo.